Je vous propose de commencer. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour se pencher sur comment réussir ses projets grâce au change management. Je suis aujourd'hui avec Laure. Bonjour On à va, tous. on va se présenter dans un petit instant. Juste avant de commencer, je vais vous demander juste de couper vos micros et vos caméras pour assurer la meilleure fluidité au niveau de la bande passante. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, auquel on répondra pendant la fin de la présentation en fonction du contexte. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Buor, responsable de l'offre Design et 3D. Je suis chez Fit Retail depuis bientôt 3 ans. Avant, j'étais dans le prêt-à-porter haut de gamme en tant que développeur produit. J'ai suivi de la production aussi. Et puis, en tant que chef de projet dans les uniformes. Et aujourd'hui, chez Fit Retail, j'accompagne les marques à changer ou à améliorer leur façon de travailler en intégrant de nouveaux outils comme la 3D, entre autres. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Laure Galland, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la mode, principalement au sein d'éditeurs de logiciels dédiés à ce secteur et de cabinets de conseil. Et ça fait plus de 20 ans que je gère des projets PLM. Je suis chez Fit depuis plus de 4 ans maintenant et je suis responsable de l'offre PLM au sein du cabinet. Donc voilà, je vais vous parler, mon intervention dans le cadre de ce webinaire ce matin, ça sera justement un partage d'expérience sur le change management pour l'implémentation de projets PLM. Donc, on va commencer par un état des lieux du change dans la mode et surtout en relation avec les croyances. Donc, lorsque des clients m'expliquent leurs problématiques en lien avec l'intégration d'un nouvel outil ou d'une nouvelle organisation qui ne se passe pas forcément bien, j'entends des exemples comme on a pourtant communiqué sur la nouvelle organisation. Pourtant, ils ont une formation, je ne comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas ce nouveau logiciel, ou on a déployé ce nouvel outil et tout le monde n'utilise pas l'outil comme il le devrait, de la bonne manière. Ou alors, nous constatons un échec d'implémentation et donc nous devons changer d'outil. Le point commun entre ces commentaires, c'est qu'on traite les aspects opérationnels et visibles, comme les licences, le process macro, mais on oublie souvent les hommes et les femmes qui vont utiliser ou intégrer le nouveau mode de fonctionnement. Se digitaliser est un enjeu sociétal et quand on souhaite transformer une organisation au sein du secteur de la mode, il faut porter une attention sur les émotions qu'un changement peut générer, plus particulièrement sur les métiers créatifs comme les stylistes, les modélistes, les visual merch. Le changement est souvent représenté comme un iceberg quand on ne voit pas la partie, dont on ne voit pas la partie émerger. Donc l'objectif de la conduite du changement, c'est de permettre vraiment l'acceptation du changement par l'ensemble des équipes et de veiller à ce que ces dernières le vivent au mieux. La conduite du changement peut être intégrée dans des projets tels que des nouveaux process, des nouveaux outils, une nouvelle organisation avec la transformation des rôles de chacun et éventuellement la culture de l'entreprise. Une transformation individuelle donc, est nécessaire pour réussir une transformation globale et c'est très souvent là où ça va être négligé. Donc, quels sont les risques encourus si on ne prend pas en compte le changement auprès des équipes? Eh bien, ça peut déclencher au niveau humain tout le côté conflictuel, exacerber des problèmes latents. On peut avoir une baisse de motivation, de productivité, faire naître aussi le sentiment que leurs besoins ne sont pas entendus. On peut aussi avoir une désorganisation du travail au quotidien et puis surtout un sentiment d'insécurité, un stress par rapport à l'avenir. Au niveau financier, on va avoir tendance à un dépassement de budget et de temps. On va vraiment avoir une perte d'investissement. Au niveau projet, ça va être des retards, des jalons manqués, aussi un gaspillage d'énergie par rapport à l'équipe projet, et puis aussi éventuellement un projet mis en attente, ce qui est dommage. Et pour l'entreprise, eh bien, on va avoir des opportunités d'investissement manquées dans d'autres projets. On aura monopolisé par rapport au projet actuel qui ne fonctionne pas. Et on peut avoir aussi, malheureusement, un historique. Ça va créer un historique d'échec et une image ternie face aux clients et aux fournisseurs en lien avec les retards, par exemple.
Quelques chiffres en relation avec la conduite du changement. Donc, on a pu trouver quelques informations sur ce sujet. On a d'à peu près 20% de dépassement en moyenne sur le temps et le budget pour un projet de transformation sans conduite du changement. On a aussi à peu près 55%, donc c'est quand même 1 sur 2, qui affirment ne pas être associés aux décisions en lien avec le changement sur des sujets les concernant. Donc c'est quand même assez fort. Et puis 61% des salariés qui ressentent le besoin d'être accompagnés dans les projets de transformation. Donc vous l'aurez compris, l'humain n'aime pas changer ses habitudes, il aime la stabilité, on aime la routine. Et quand on annonce un changement comme l'ajout d'un nouvel outil, par exemple, cela va créer une rupture dans la zone de confort et on va se retrouver sur des phases qu'on réfère souvent. On peut se référer souvent à la courbe du deuil. Donc on va passer par des phases négatives, puis par une acceptation de la situation. Donc le but de la conduite du changement, c'est de réduire ces phases et d'embarquer rapidement les gens. On ne va pas tenir compte, ne pas en tenir compte, ça va générer du stress supplémentaire et on va avoir tendance à se retrouver coincé au niveau des émotions négatives qui peuvent ralentir ou même bloquer le projet. Donc là, c'est un exemple d'un projet type avec le processus de la conduite du changement en parallèle de ce projet en 3 phases. Donc généralement, on va avoir un POC ou un test pour permettre la validation de l'outil et engendrer le lancement du projet. Au moment de la planification du projet, on va préparer l'approche du changement. Donc en général, ça va par des audits pour prendre une photo un peu de l'organisation à un instant T et surtout échanger avec les équipes pour faire un état des lieux sur la vision de ce changement et où se situe chaque individu au niveau émotionnel. Donc ça va permettre d'avoir un point de départ pour gérer la transformation qui est la deuxième phase en lien avec la conception, le développement et le déploiement du projet. Et pour finir, on va pérenniser les bonnes pratiques afin que les nouvelles habitudes soient bien intégrées. Donc après toutes ces explications, la réussite d'un projet se résume avec un point de départ qui va être l'ambition et les objectifs du projet, qui va amener donc une transition de l'organisation actuelle à une organisation future. On a un volet technique qui est en général bien géré avec le suivi de projet, l'écriture des process, le relationnel avec l'éditeur pour les licences, tout le côté matériel. Et on va avoir donc le volet humain où le but du jeu, c'est d'embarquer au maximum les collaborateurs en les engageant et en travaillant sur les émotions et la dynamique de groupe pour qu'ils adoptent au mieux la nouvelle organisation. Et donc la combinaison des 2 volets permettra la réussite du projet. Comment accompagner ces équipes dans le changement, dans le cadre d'un projet de transformation digitale? Donc, en début de projet, il est important de définir le pourquoi, les particularités de ce projet et les personnes qui seront impactées pour définir les risques, les résistances, les ressources qui vont être impactées et puis les rôles et tâches du sponsor et du chef de projet et de change. Et puis surtout, connecter les personnes au pourquoi afin vraiment de préparer les étapes du change dans le projet. Je vous parlais du sponsor, du chef de projet et du gestionnaire du changement, où chacun a des tâches bien définies et collabore en tripartite. Donc là, c'est la photo idéale pour conduire un projet vers le succès. Donc lui, le sponsor, il a un levier pour obtenir les ressources, le budget. Il doit être actif et visible. C'est lui le porteur de message. Donc il sera mieux entendu de par son positionnement dans l'entreprise. Donc ça peut être une personne du CODIR, un responsable de département. Et le gestionnaire de change va contribuer aux actions du leadership parce qu'il est en lien avec lui et les personnes sur le terrain. Le chef de projet, lui, gère toute la partie planning, la partie technique avec l'outil pour aider le sponsor à la prise de décision sur les priorités, les budgets à prévoir, etc. Et le gestionnaire en change, lui, va gérer toute la partie process et outils avec le chef de projet pour soutenir l'adoption et l'utilisation du nouvel outil ou de la nouvelle organisation. Donc chacun a beaucoup à faire et ils sont très complémentaires. Donc quand un chef de projet me dit qu'il sait aussi gérer la conduite du changement, je doute fort en fait que la personne puisse réaliser toutes ces tâches de manière sereine. C'est relativement très très lourd pour une seule personne, de manière générale. On va passer par des cas concrets et des bonnes pratiques. Et je vais donc laisser la main à Laure pour nous proposer un cas d'un projet PLM.
Merci beaucoup, Alex. Donc moi, je vais vous parler du cas du projet PLM. J'en ai implémenté un certain nombre. Et en fait, on s'aperçoit que les problèmes qu'on rencontre pour implémenter ce type de solution sont souvent communs en fait, aux différents secteurs, que ce soit dans le retail, dans le luxe ou dans le prêt-à-porter. En général, on rencontre les mêmes problèmes. Alors, quels sont ces problèmes qu'on rencontre généralement dans le cadre de l'implémentation de ce type de solution? Déjà, ce qu'on constate, c'est qu'un PLM, ça génère énormément de pression sur les utilisateurs. Pourquoi? Parce que les enjeux portés par une solution qui va permettre de développer les collections, les produits, etc., il y a des enjeux de time to market, il y a des enjeux de délai, des enjeux de respect de budget, de marge. Donc, la pression qui est générée par la mise en œuvre d'un PLM est forte et je pense qu'il faut en être conscient. Donc ça, c'est un premier problème qu'on rencontre systématiquement, enfin quasiment. Le deuxième problème, c'est la crainte de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que le PLM, c'est une plateforme collaborative, les données sont partagées, sont uniques, etc. Et en général, les PLM qu'on trouve sur le marché, on propose une gestion des historiques et une traçabilité de l'information. Ça veut dire que ça génère, enfin, certains utilisateurs parlent même d'outils de flicage, hein. Ils ont peur de faire des erreurs parce qu'ils savent très bien que s'ils font des erreurs, on sera capable de dire qui a fait cette erreur et à quel moment. Donc c'est vraiment une crainte, il faut en être conscient. La crainte de faire des erreurs, c'est un problème qu'on rencontre souvent. Alors ensuite, ce qu'on voit, c'est que c'est une nouvelle technologie. En général, on est sur des solutions full web, etc. Donc, c'est des nouvelles solutions, des nouvelles technologies. On va devoir embarquer des populations créatives, hein, des stylistes notamment. Et donc, on va devoir les faire travailler dans une plateforme assez cadrée en tout cas. Et donc, le passage et l'adoption de cette nouvelle technologie est peut-être un problème. Le risque, dans ce contexte, c'est de maintenir les anciens outils, les anciens process, puisque avant la mise en œuvre d'un PLM, en général, on travaille avec soit des fichiers sur Google Sheet, ou alors on a des fichiers Excel qu'on partage sur un réseau. Enfin bref, on est à l'aise avec ça, on gère ces petites données, c'est sympa. Et puis quand il faut passer sur une plateforme où on va collaborer, travailler tous sur la même base de données partagée, le risque, voilà, comme ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est de maintenir en parallèle les anciens process et les anciens outils. Et ça, évidemment, il faut éviter à tout prix que les utilisateurs gardent leurs anciens outils. Et puis le dernier problème, pardon, c'est le turnover, parce que dans le secteur de la mode, vous le savez tous, il y a un turnover important. Et donc voilà, donc cette partie change a d'autant plus d'importance que, voilà, que ce turnover est important et que donc derrière, il faut une organisation pour embarquer tout le monde. Voilà pour les côtés un peu négatifs et les problèmes que j'ai pu relever dans le cas des projets. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions et on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre en œuvre sur, justement pour garantir la réussite de ce projet, en tout cas pour favoriser cette réussite. Alors, on va retrouver les trois étapes dont Alex a parlé, là, préparer l'approche, gérer le changement, pérenniser les résultats. Et déjà, donc en phase amont, sur la préparation de l'approche, en général, les marques font une analyse de cadrage ou font faire par un partenaire extérieur. En tout cas, on cadre bien le projet, on valide un peu les process qui vont être portés par le PLM, etc. Et ça, dès cette phase d'analyse, de cadrage, d'abord, c'est important de fixer et de partager les objectifs avec tout le monde, et puis d'écouter les besoins utilisateurs, d'embarquer dès l'amont du projet, en fait, l'ensemble des utilisateurs pour qu'ils adhèrent, en fait, aux objectifs de ce projet. Sur la partie choix de solution, et ça, c'est des choses
dont je peux parler parce que je participe souvent à ce type d'action pour aider nos clients. C'est pareil, sur le choix de la solution, on essaie en fait de faire voter les utilisateurs, de partager avec eux les grilles d'évaluation, de les intégrer aux présentations, en tout cas, voilà. Toujours dans l'objectif de les embarquer et de les faire adhérer en fait à ce nouveau projet qui est un énorme projet de transformation digitale. En phase de lancement, et pendant toute la durée du projet. Alors, en phase de lancement, j'ai déjà vu l'organisation de séminaires PLM hein, pour scinder en fait toute cette population qui va être fortement impactée et puis même fortement sollicitée hein, pendant la durée du projet, parce que les key users, ils vont devoir travailler sur la configuration, sur les ateliers, les workshops, etc., en plus de leur partie vraiment pure opérationnelle. Donc, c'est souvent bien vécu d'organiser un petit séminaire pour scinder un peu les équipes en phase de lancement du projet. Et puis de continuer à écouter individuellement les craintes et les attentes. Et enfin, quand on dit individuellement, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire faire des one-to-one avec des utilisateurs clés pour comprendre leurs craintes, les rassurer, etc. Et on fera un suivi comme de ces écoutes individuelles pendant toute la durée du projet. Alors, pendant la phase de mise en œuvre, on met souvent en place une matrice de compétences individualisées. Donc, en fait, on fait le point avec chaque utilisateur clé des compétences qui doivent être acquises à l'utilisation du PLM. Donc, on crée cette matrice de compétences, des compétences à acquérir. Et puis, on fait un suivi de cette matrice pendant toute la durée du projet. Et puis, si jamais on s'aperçoit que les gens ont du mal à embarquer, ben, on va faire des formations individualisées voilà, pour être sûr que les compétences soient bien acquises. On met souvent en œuvre aussi un fichier de Q&A, un question-réponse partagé sur des outils comme un SharePoint ou un Teams, pour que à chaque fois qu'un utilisateur a une question, alors soit c'est un autre utilisateur qui va répondre, soit c'est un chef de projet qui va prendre la main, soit c'est un sponsor aussi qui va pouvoir intervenir. En tout cas, c'est de pouvoir avoir des solutions de questions-réponses partagés, enfin des fichiers partagés, parce que tout le monde n'est pas forcément sur le même site. Donc, c'est intéressant de mettre en place ce type d'outils. Évidemment, partager les supports de formation, c'est clair. Et puis, j'avais parlé du suivi de la matrice de formation individualisée. C'est important également de suivre cette matrice, de suivre que l'ensemble des compétences sont bien acquises pendant toute la durée du projet et même après le go live. Sur cette partie pérenniser les résultats, justement, il y a toute la phase d'accompagnement. Donc, je pense que c'est important d'impliquer les managers. On a vu que les managers pouvaient être sponsors. Enfin, en tout cas, les managers sont là. Il faut les impliquer. Pourquoi? Justement parce qu'il va falloir aussi laisser du temps, alors sur la phase d'accompagnement, mais même en amont, hein, laisser du temps aux équipes enfin, avoir du temps pour être impliqués dans ce projet. Et puis les impliquer pour qu'ils suivent leurs équipes, qu'ils s'assurent que tout le monde embarque, que tout va bien, etc. Désigner un super user, c'est aussi un moyen, en fait, de désigner quelqu'un qui va avoir des qualités de pédagogie, d'explication, etc., et qui va pouvoir prendre le relais une fois que l'éditeur est parti hein, et que voilà, on se retrouve face à son PC et face à ses questions d'avoir quelqu'un qui est voilà, un super user qui prend le relais sur cette phase d'accompagnement. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, on va travailler en main dans la main avec le chef de projet, hein, parce que voilà, il va falloir s'assurer que le planning est bien tenable, que c'est bien compatible avec l'opérationnel, avec les deadlines importantes de notre secteur. Voilà, voilà un petit peu ce que je pouvais dire en tout cas, sur un projet PLM et les solutions apportées par le challenge. Merci Laure. Alors, je vais maintenant vous partager un cas d'un projet 3D. Donc, nous avons eu une solution qui était déjà implantée avec une surcharge de travail parce qu'il y avait un nouveau process qui cohabitait avec l'ancien. Et puis, des équipes plutôt fatiguées moralement, physiquement, avec beaucoup d'heures, parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans le planning. Et puis, une résistance au changement pour le reste des équipes qui n'étaient pas encore embarquées dans la 3D. Ils avaient donc super peur, ils n'avaient pas du tout envie d'y aller.
donc une résistance relativement forte pour embarquer dans la 3D. Les solutions qu'on a mis en œuvre, donc dans un premier lieu, il fallait vraiment relancer le projet via la communication. Donc j'ai travaillé avec le sponsor pour refaire une réunion et représenter le projet en expliquant clairement les raisons de cette décision, les objectifs, le déroulement des étapes. On a aussi échangé avec le chef de projet pour bien mettre tous les jalons nécessaires pour bien relancer avec une dynamique positive. Ensuite, j'ai audité les équipes qui ont intégré la 3D pour qu'ils m'expliquent leur process. J'en ai profité aussi pour écouter tous leurs problèmes rencontrés au quotidien et leur perception de l'outil. Et donc, il y avait une perception plutôt positive et c'était vraiment la surcharge de travail qui empêchait clairement la montée en compétences et le fait d'avoir intégré la 3D dans l'ancienne organisation, c'était vraiment la source du blocage. J'ai également aussi rencontré quelques collaborateurs qui n'étaient pas sur la 3D, pour mieux aussi comprendre la perception qu'ils avaient eux, un peu en extérieur. On a ensuite organisé un atelier de projection. Les équipes avaient pour mission d'imaginer le circuit de produit idéal avec la 3D. Donc c'est un exercice qui n'est pas évident, parce que se projeter, c'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, on a utilisé quelques astuces pour les aider, et on a eu de superbes idées qui ont émergé, et surtout des collaborateurs qui sont sentis impliqués à intégrer dans le projet. Donc là, ça a changé un peu la synergie, ça a permis d'avoir un meilleur accueil sur cette transition. Ensuite, après avoir compilé les étapes 2 et 3, j'ai proposé un nouveau process qui permettrait de mettre à profit la 3D et surtout de mettre en avant l'amélioration dans la charge de travail et aussi dans la productivité. Donc là, ça a été présenté et expliqué aux décideurs en premier lieu. Puis, on a animé une réunion avec toutes les équipes pour expliquer le nouveau process, déjà pour qu'ils puissent acquiescer, être en phase avec ce nouveau process, avec peut-être des propositions, des suggestions. Et puis, on a aussi les différentes étapes pour y arriver sur un calendrier. On a mis donc en place des ateliers de process, de formation, donc d'écriture, de formation flash pour combler les lacunes pour certains, des ateliers de partage de savoir, donc pour faire vraiment monter tout le monde en compétences qui étaient déjà sur la 3D. Donc là, les équipes, elles ont vraiment adhéré parce que ça a vraiment donné envie. Il y a eu du volontariat, le fait d'organiser ces ateliers de partage, c'était vraiment de leur plein intégrés dans leur organisation. C'était pas évident, mais ils avaient vraiment envie de le faire. On a ensuite une équipe qui a testé le process écrit pour valider le déroulement, pour le peaufiner aussi. Et puis, en parallèle, d'autres membres de l'équipe qui ont préparé des trames et des bibliothèques pour le lancement du déploiement. En dernière phase, ça s'est passé sur la saison suivante. On a lancé officiellement le nouveau process avec les équipes qui avaient déjà intégré la 3D. Donc, on l'a fait un peu en mode dégradé parce qu'il y avait une autre partie qui n'était pas encore formée. Donc, en parallèle, on a formé donc, ceux qui n'étaient pas encore embarqués. Et donc, on a mis au fur et à mesure les bonnes pratiques après chaque saison. Donc ça a été vraiment en 2 temps. Les personnes qui ont été formées se sont tout doucement embarquées aussi sur la nouvelle organisation. Et aujourd'hui, les équipes continuent leur évolution. On a donné récemment une formation sur les bonnes pratiques pour bien ancrer dans la durée, parce que ça, souvent, c'est quelque chose qui repart un peu en arrière. Donc là, c'est vraiment la partie pérenniser les résultats. Je vais vous donner aussi un deuxième exemple concret. Donc on avait, pour vous préparer le terrain, donc on avait un POC pour la 3D qui a été validé. Les modélistes ont été embarqués, une très bonne synergie. En revanche, au moment du déploiement, il y a eu un très gros blocage par l'équipe style, qui ne souhaitait pas du tout suivre le mouvement. Elle refusait de faire les formations, elle ne voulait pas entendre parler de la 3D. Vraiment un blocus très, 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 très fort. Et ça nous a gelé donc, le projet. Donc, il a fallu trouver quelques solutions pour accéder, pour essayer de débloquer cette situation. Déjà, dans un premier lieu, on a présenté le déroulement du POC et ses résultats. On a fait un focus sur ce que la 3D pouvait apporter pour le style. Aussi pour l'organisation en général et les conséquences si le style n'embarque pas vis-à-vis des autres départements et vis-à-vis d'ambition de la société.
On a ensuite organisé une journée de découverte sur le thème de la création à la finalisation d'un modèle avec différentes technologies. Ça permettait pour montrer un peu comment la créativité pouvait être mise en avant grâce à ces différents logiciels. Donc là, c'était vraiment pour égayer un peu la curiosité, c'était ouverture des chakras, voilà. Ça a vraiment permis donc de soulever des réflexions et puis en parallèle, bah, de baisser un peu la résistance initiale. Donc, ayant, une meilleure compréhension de la part des équipes, bah, on a pu relancer le projet, avec une synergie, plus positive. Donc on a naturellement eu des stylistes qui se sont engagés sur des ateliers d'écriture du process créatif au sein du studio. Donc ça, c'était vraiment un signe comme quoi, le blocage, bah, était, enfin, éliminé. Cette implication naturelle, c'est un fort signe. On a ensuite, testé, pour valider et lancé, des formations en parallèle pour rentrer dans le sujet et intégrer l'outil dans le nouveau process assez rapidement. Et puis ensuite, déployer pour le reste du circuit du produit. Donc les formations, elles ont été faites, plutôt, en plusieurs fois, pour la simple et bonne raison, c'est que le rythme est relativement tendu, donc il fallait aussi tenir les deadlines. Donc ça s'est fait, sur plusieurs semaines et puis elles sont montées en compétences, quasiment, en même temps. Pour pérenniser, les résultats, on a monté un service de support, dans les débuts. Un formateur venait à peu près une fois par semaine pendant à peu près un mois. Donc vraiment à la période de forte sollicitation des équipes pour vraiment débloquer, en instantané, les problèmes, dans l'outil. Et puis en parallèle, on a formé 2 super users qui sont montés en compétences pour devenir vraiment les référents. Donc ça, c'était vraiment les premières étapes pour pérenniser les résultats. Et on a aussi, mis, un questionnaire, en place pour, suivre le niveau, et l'intégration du process afin de voir si on a besoin, de créer, des ateliers ou, faire des revues de process ou même de relancer, des formations si besoin. Donc on va vous montrer quelques méthodologies, quelques approches différentes, pour vous éviter de se retrouver dans des exemples que nous venons de vous citer. On va vous lancer un petit sondage, pour savoir si vous connaissez des méthodes de change management. Je vous invite donc à rentrer, votre réponse dans le chat pour voir un petit peu s'il y a des personnes qui se sont penchées, sur ce genre de méthodologie. Je vous laisse répondre pendant 30 secondes. Non, je ne connais pas. Patrick me dit oui. Quel type de méthodologie? Oui. Consultation des usagers. Lewin. Mmh. Du Lean, d'accord. Intéressant. Alors, je vais vous partager quelques méthodologies. Donc dans un premier temps, on a effectivement le modèle de Lewin. C'est, une approche en 3 étapes, avec un sujet sur la refonte et le remodelage d'un glaçon. Donc ça s'applique en particulier sur la gestion du changement organisationnel. C'est, assez rapide, donc straight to the point, comme on dit. On a ensuite, la méthodologie, le modèle ADKAR, qui est une approche centrée sur l'humain pour faciliter, le changement au niveau individuel. Donc, on a, awareness qui est sensibilisé, donc vraiment, montrer à la personne ce qu'on a à gagner. Desire, c'est vraiment donner l'envie de s'engager. Knowledge, c'est toute la partie d'apprentissage et comprendre le changement. C'est aussi dans cette partie qu'on va voir les formations. Ability, c'est capacité à mettre en œuvre, le changement en termes de performance, de comportement. Et le renforcement, c'est, la pérennisation des nouvelles, façons de travailler. On a ensuite la route de Deming qui est vraiment, c'est assez proche de la méthodologie agile où le côté, on planifie, on effectue, on vérifie ça marche et puis on acte si c'est, validé ou pas et puis ça continue, c'est vraiment un cycle, c'est cyclique et itératif sur l'amélioration continue.
On a aussi le modèle 7S de McKinsey, qui est un processus centré sur l'alignement des 7 éléments fondamentaux de toute l'organisation. Donc, ce sont, par exemple, si on a un élément qui est modifié, forcément, le changement va se répercuter sur les autres éléments. Donc, pour cette stratégie, c'est assez, oui, c'est un gros morceau de change. Et pour terminer, on a le modèle transitionnel de Bridge. Donc, c'est un modèle qui se concentre sur la transition vers le changement et l'expérience des participants plutôt que le changement lui-même. C'est voir comment les collaborateurs abandonnent la méthodologie, comment est-ce qu'ils arrivent en zone neutre et comment est-ce qu'ils repartent et qu'ils acceptent la nouvelle façon de travailler. Donc, c'est un panel de méthodologies, hein, il y en a plein d'autres. Pour ma part, Elor, nous sommes certifiés ProSci et on utilise la méthodologie ADKAR parce que c'est une méthode qui répond bien à notre approche dans les projets de réorganisation de process ou d'ajout d'outils. Et puis, c'est assez proche aussi de nos valeurs. Voilà, on arrive donc à la fin de notre webinaire avec les petites choses à retenir. Dans un premier temps, c'est important d'avoir un sponsor, un chef de projet et une personne dédiée au change avec des méthodologies, une expérience et non un chef de projet sur deux postes. C'est important aussi de bien identifier en amont les risques de résistance pour adapter la méthodologie et puis surtout trouver des solutions. Bien impliquer les équipes tout au long du projet via des ateliers, des sondages, des formations, les suivis individuels. Et puis, pour terminer, c'est vraiment communiquer tout au long du projet. Donc, soit via les managers, via des conférences ou même des newsletters. Donc, voilà, c'est vraiment les 4 points auxquels c'est ce qu'il faut retenir. Donc, voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Auriez-vous des questions ? Alors moi j'en ai une. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que le rôle d'un gestionnaire de change est un rôle à temps plein? Alors, non, c'est pas à temps plein, à moins que vous soyez sur plusieurs projets en tant que change en interne. En revanche, si vous prenez un consultant extérieur, il sera en fonction de la charge, ce sera à peu près entre 2 et 3 jours au moment où on doit préparer tout le projet de change et bien se coordonner donc avec les chefs de projet et le sponsor. Ça peut être effectivement 2-3 jours. Et puis, quand on va commencer à établir toutes les étapes, la deuxième étape, ça va être à peu près 2 jours en moyenne. En fonction aussi de l'organisation, c'est vrai que c'est aussi variable. Si on a une très grosse organisation, ça peut monter à 3 jours par semaine. Si on est une petite, ça peut être à 1 ou 2 jours. Et puis, pour pérenniser les résultats, donc, je dirais 1 jour dans les débuts, puis après, ça peut être des pics de rappel 1 fois par trimestre ou 2 fois Donc, par ça fait quoi, un équivalent mi-temps à peu près globalement Oui, en à peu moyenne près. sur la durée du projet? Oui, un mi-temps à peu près, oui. Ok, merci. Merci. Donc, Nathalie, Mandel a levé la main pour une question. Oui. Je voudrais savoir si c'est possible, par exemple, si on n'a pas mis en place une personne en change management, de l'intégrer même si un projet est déjà commencé. Oui, c'est possible. Alors, il y aura certainement des petites sessions de rattrapage. Ça dépend aussi du projet, où est-ce que vous en êtes, parce que je pense qu'il y a quand même des étapes. Et dans le cas que tu as présenté sur la 3D, c'était vraiment ça. Le Oui, projet avait été tout à fait, entamé, mais sans embarquer les équipes comme il fallait peut-être. Et donc, en fait, oui, on peut tout à fait intervenir en cours de projet. Enfin, voilà, c'est vrai, le mieux, c'est d'être là avant pour tout préparer, toute l'approche et anticiper tous les problèmes potentiels. Mais si le projet est commencé, enfin, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour embarquer les équipes et engager un processus de change, bien sûr. Ouais, redonner une synergie et une bonne cohésion d'équipe, ça c'est important. Merci pour cette question. Carmel, lève la main. Oui, moi j'avais une question, c'est en fait, est-ce que c'est mieux que la personne qui gère le change soit externe à l'entreprise pour apporter un peu de neutralité ou est-ce que ça peut tout à fait se faire avec quelqu'un en interne? Les deux sont possibles.
Ça dépend si vous avez beaucoup de projets et que vous souhaitez avoir vraiment quelqu'un en interne. Peut-être qu'on peut dire que dans la majorité des cas, les entreprises n'ont pas forcément cette compétence de façon dans l'organigramme et du coup font plus souvent appel à des cabinets extérieurs que la gestion du change en interne. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Parce que comme c'est pas du plein temps et que c'est sur un temps aussi très limité, c'est compliqué d'avoir quelqu'un en interne sur cette partie-là qui soit déjà allé sur toutes les méthodologies et sur comment apporter. Et puis souvent aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on a des personnes internes qui ont essayé de faire du change, ils sont pas écoutés de la même manière qu'une personne externe. Le fait d'avoir des yeux, une certaine prise de recul, Oui. ça permet aussi d'avoir peut-être une autre approche et du fait qu'on ne fasse pas partie de la société, on n'est pas entendu de la même manière. C'est assez marrant. Et puis, c'est des profils qu'on intéressant. ne trouve pas encore dans les organisations, hein, dans les organigrammes aujourd'hui. On ne voit pas forcément de responsable de change. Et puis, les entreprises qui veulent mettre cette organisation ne savent pas trop encore à quoi rattacher ce change. Est-ce que c'est à rattacher au RH? Est-ce que c'est une fonction transverse? Enfin, il y a pas mal de questions qui se posent, ce qui fait qu'en fait, en général, c'est plus des cabinets extérieurs qui interviennent. Mais on peut tout à fait le faire aussi en interne. Ok, merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, Nathalie? Pas d'autres questions? Alors, on regarde la conversation dans la réunion. Pardon, j'avais oublié de mettre mon micro, alors en fait, j'ai parlé dans le vide. Désolée. En fait, je voulais savoir le coût, si on fait appel à un consultant, quel coût ça peut engendrer. Je veux dire, on va dire, enfin, si on compte entre 2 ou 3 jours d'intervention d'un manager, d'un consultant en change management, le chiffre à peu près. Alors, dans les sondages, on avait vu que c'était à peu près entre 5 et 10% du coût du projet global. Ça représentait à peu près 5 à 10%. Donc, ça dépend de la taille de votre projet. Si c'est un énorme projet, forcément, les 10% ne seront pas les mêmes que dans un petit projet. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est une estimation qu'on a pu trouver dans des sondages en lien avec le Et change. après, c'est vrai qu'on fait on doit réaliser un chiffrage qui est lié à votre organisation, le nombre de personnes qu'il va falloir suivre, embarquer, etc. Mais c'est vrai que la fourchette 5 à 10%, ça vous permet d'estimer globalement à peu près ce que ça peut représenter. C'est une bonne estimation. Merci. Merci. Il nous reste à peu près quelques minutes. Si vous avez une dernière question, on serait très heureux de répondre. Sinon, on aura terminé ce webinaire. Non. Bon, je crois qu'on a tous faim en fait. Il est midi moins le quart, donc je vais dire qu'on a terminé donc les questions. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre, d'avoir participé. C'était chouette. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'avoir d'autres questions. Vous pouvez tout à fait nous contacter sur LinkedIn ou via notre site. Et puis, à très bientôt, j'espère, pour d'autres webinaires. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.